Bonjour à tous, aujourd'hui on va se mettre dans la peau d'un hacker pour décortiquer ensemble ce qu'est une cyberattaque moderne. C'est un principe de base en cybersécurité. Pour bien défendre, il faut savoir attaquer. Alors on va suivre le cheminement d'un attaquant, étape par étape, depuis la toute première recherche d'infos jusqu'à son but ultime. Allez, c'est parti. Pour commencer, il faut bien comprendre qui est le personnage principal de cette histoire, le hacker. Faut savoir qu'en cybersécurité, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a les white hats, les gentils, et les black hats, les méchants. Et puis il y a une zone grise. C'est là qu'on trouve le grey hat, le chapeau gris. C'est quelqu'un qui, au fond, veut améliorer la sécurité, mais ses méthodes, disons, qu'elles sont parfois un peu limites, un peu controversées. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, le grand dilemme du grey hat. Imaginez, il trouve une faille de sécurité critique. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il la rend publique tout de suite pour que tout le monde soit au courant ? Le risque, c'est que les vrais pirates s'en servent. Ou alors, est-ce qu'il attend que le correctif soit prêt en espérant que personne ne l'exploite entre-temps ? C'est vraiment cet équilibre délicat entre la responsabilité et l'urgence d'informer. Un hacker, même éthique, ne fait pas n'importe quoi. Il suit un plan, une méthode. L'une des plus connues, c'est le framework MIT-ATT&AK. Pensez-y comme un grand catalogue de toutes les techniques des attaquants. On voit bien les étapes ici. D'abord, la reconnaissance. On regarde ce qu'il y a, on cartographie le terrain. Ensuite, l'accès initial. On trouve une porte d'entrée, souvent une faille pas encore corrigée. Après, l'exécution. On lance des commandes et pour être malin, on utilise des outils qui sont déjà sur la machine, comme PowerShell pour passer inaperçu. Et la dernière étape clé, c'est l'élévation de privilèges. On passe d'un simple utilisateur à super administrateur, par exemple en exploitant des protocoles comme Kerberos. Ok, maintenant qu'on a le plan, voyons comment ça marche en pratique. La toute première chose à faire, c'est de trouver les fissures dans l'armure, les fameuses failles de sécurité. Alors, pendant très longtemps, l'exploit classique, le BABA, c'était le buffer overflow, le dépassement de tampons. C'est une erreur de programmation assez basique en fait. Imaginez une boîte conçue pour contenir 10 objets. Si un attaquant arrive à en mettre 11, le dernier va déborder et écraser ce qui se trouve à côté. En informatique, ce à côté, ça peut être des instructions critiques. En les écrasant, l'attaquant peut tout simplement prendre le contrôle du programme. Sauf que le jeu a complètement changé. Avant, le but, c'était de pirater un programme sur une machine. Aujourd'hui, les attaquants pensent beaucoup plus large. Une fois qu'ils ont un pied à l'intérieur, leur objectif, ce n'est plus la machine, c'est tout le réseau. Ils veulent comprendre qui a quel droit et comment se déplacer d'un point A à un point B sans se faire repérer. Et pour ça, ils utilisent des outils déjà sur place pour se fondre dans le décor. Donc, on en vient toujours à ça. Le point de départ, le plus critique, c'est d'obtenir cet accès initial. C'est vraiment la clé qui ouvre toutes les autres portes. Sans ça, pas d'exploration, pas d'élévation de privilèges, et au final, pas de contrôle. Et voilà la chaîne d'attaque typique résumée. On commence par la reconnaissance à l'intérieur du réseau, en mode furtif. Ensuite, on cherche à élever ses privilèges pour devenir admin. Une fois que c'est fait, étape 3, on met en place un canal de commande et contrôle, le fameux C2. C'est une sorte de ligne téléphonique secrète pour piloter la machine à distance. Et l'aboutissement de tout ça, c'est l'étape 4, obtenir un shell. En gros, c'est avoir le terminal de commande de la machine et donc le contrôle absolu. Et une fois qu'on est dedans, il faut bien comprendre que le champ de bataille a changé. On n'est plus sur un simple serveur physique. Aujourd'hui, tout est en couche, tout est virtualisé, tout est connecté. La première couche, c'est évidemment le cloud. Là, les attaquants ne cherchent pas forcément une faille logicielle. Ils vont plutôt cibler une mauvaise configuration, une identité mal protégée sur AWS ou Azure. Une seule clé d'API qui fuite et c'est potentiellement toute l'infrastructure qui tombe. Juste en dessous du cloud, on a une autre couche, les containers. Docker, ça parle à beaucoup de monde. C'est super pratique, mais c'est aussi un point de vigilance. L'objectif d'un attaquant, c'est de s'échapper du container. S'il y arrive, il atterrit sur la machine qui héberge tous les containers et de là, il peut potentiellement attaquer toutes les autres applications. Et puis on arrive à la couche la plus basse, la plus critique de toutes, l'hyperviseur. C'est le chef d'orchestre, le logiciel qui fait tourner toutes les machines virtuelles. Inutile de dire qu'une faille ici, c'est le jackpot pour un attaquant. C'est le scénario du pire, parce qu'en compromettant l'hyperviseur, on compromet d'un seul coup toutes les machines virtuelles qui tournent dessus. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on s'acharne à penser comme ça, de manière offensive ? Il faut bien se rappeler le but. L'idée, ce n'est pas tout casser. Au contraire, c'est en adoptant cette mentalité d'attaquant qu'on peut construire des défenses qui tiennent vraiment la route. Et ça nous amène à une idée très intéressante, le concept de Purple Team. C'est simple, on prend la Red Team, les attaquants, et la Blue Team, les défenseurs, et on les fait travailler ensemble. Rouge plus bleu, ça fait violet, purple. Le but n'est plus de savoir qui gagne, mais de collaborer. La Red Team attaque, la Blue Team essaie de détecter, et ensemble, en temps réel, ils améliorent les défenses. C'est un cycle d'amélioration continue.
Et tout ça nous ramène à la question fondamentale de la cybersécurité. On dit toujours, l'attaquant n'a besoin d'avoir raison qu'une seule fois, alors que le défenseur doit avoir raison tout le temps. C'est un combat asymétrique. Et c'est justement tout le but du hacking éthique, essayer de renverser cette dynamique. Ça force à se poser la bonne question. Plutôt que de courir après chaque faille, comment peut-on construire des systèmes qui sont par nature résilients? C'est ça le véritable enjeu.